Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a rencontré ce matin les différents acteurs impliqués dans le processus électoral. Objectif, évaluer les élections passées et parler de celles du 21 février prochain. Poursuite de la campagne électorale pour le deuxième tour de la présidentielle du 21 février prochain, le candidat du PNDS Taraya Mohamed Bazoum était hier à Dosso et aujourd'hui à Tawa. Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mercredi 10 février 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Faire le point des scrutins du 13 et 27 décembre 2020 et parler des préparatifs du deuxième tour de la présidentielle prévu pour se tenir le 21 février prochain ici au Niger. C'est l'objectif d'une rencontre initiée ce mercredi matin par la Commission électorale nationale indépendante à CENI. Une rencontre d'information et d'échange avec les différents acteurs impliqués dans le processus électoral en cours au Niger. La rencontre s'est déroulée au palais de congrès de Niamey sous la présidence du président de l'institution. Le résumé avec Ismaël Moumouni et Nasser Sedou. Échanger avec les organisations de la société civile et les responsables des organes de presse sur le processus électoral, objet de cette rencontre d'information organisée par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le bilan des scrutins passés et les perspectives pour les futures échéances, tels sont entre autres les points inscrits à l'ordre du jour de cette réunion d'information. De leur rendre compte des activités que nous avons exercées, leur dire où nous sommes aussi, et comment nous préparons le second tour, l'élection présidentielle. Il s'agit de partenariat. Le partenariat, c'est la communication, c'est l'échange, c'est l'interaction. Et cette réunion était tellement bien faite et bien pensée que nous avons eu droit à des interventions très pertinentes, à des leçons tirées et des savoir-faire qui ont été partagés, qui nous permettent de tenir compte de la valeur ajoutée des observations, des suggestions et des critiques des différents partenaires. Nous avons apprécié beaucoup, mais beaucoup, l'intervention de l'ensemble des membres de cette réunion. Les participants ont apprécié l'effort fourni par la CENI dans ce processus, tout en fondant espoir de corriger les manquements décelés au scrutin passé. Nous avons trouvé que c'est une très bonne chose que la CENI, à ce stade où on est, qu'elle puisse aussi nous rencontrer pour parler aux acteurs de la société civile et aux médias du bilan à mi-parcours de la situation concernant l'organisation des doubles scrutins. Il y a eu beaucoup de choses que nous avons été amenés à relever dans le cadre de l'observation que nous avons faite aussi des élections locales comme des élections présidentielles et législatives. Donc ils ont fait le compte rendu, ils ont indiqué eux aussi à leur niveau les différents manquements qu'ils ont relevés et puis les points sur lesquels ils envisagent eux-mêmes donc d'agir pour essayer de voir comment améliorer. C'est une initiative très louable, d'autant plus qu'elle fait le point de ce qui a été fait et est en train de faire le point de ce qui sera fait. Ils ont tiré le bilan des réalisations faites et ils vont faire les projections pour l'avenir. Et vous avez vu les discussions au niveau des camarades de la société civile, des médias qui sont présents ici dans cette salle. L'un de l'autre, on peut dire que c'est un bilan très positif à encourager, surtout quand on sait que les échanges donneront toujours un résultat positif, ça permet de communiquer. D'où l'essence même de nous autres médias. Quand on communique, on a toujours la solution à un problème qui est là et qui peut avoir des solutions dans le futur. La CENI rassure les participants de prendre en compte leurs remarques et suggestions pour la bonne tenue des élections du 21 février prochain, au-delà tous les scrutins à venir. Oui, Ismaël Moumouni, puisque nous parlons des préparatifs du deuxième tour de la présidentielle du 21 février prochain, parlons-en avec la campagne électorale en cours. Après Tilaberi, lundi dernier, le candidat du PNDS Taraya à la présidentielle du 21 février prochain, Mohamed Bazoum, était hier à Dosso
Devant la population de cette localité, Mohamed Bazoum a exposé son programme de société en mettant surtout l'accent sur l'éducation. Mohamed Bazoum était accompagné dans ce déplacement de plusieurs leaders des partis politiques qui ont décidé de soutenir sa candidature pour ce scrutin. Résumé avec nos envois spéciaux Nasser Dantofo et Sadou Doumi. Mobilisation extraordinaire, accueil chaleureux sont entre autres faits marquants de ce géant meeting à l'actif de la coalition Bazoum Mohamed 2021 et allié à Dosso, la cité de Jarmakoy. Le décor ainsi planté avec les animations artistiques faisant l'éloge du candidat Bazoum Mohamed suffit ensuite aux leaders des partis politiques de la région de Dosso de dresser au nom de la population les différentes préoccupations qui assaillent la région, mais aussi et surtout les différents critères qui ont influencé leur choix sur le candidat Mohamed Bazoum. Rassemblement national autour de M. Bazoum Mohamed qui va certainement s'étendre au-delà de cette coalition. Au nord, cet intellectuel démocrate dont l'expérience et les qualités humaines constituent un gage de stabilité de nos institutions, du développement économique harmonieux de notre pays, dans la paix et la sécurité face aux multiples contraintes internes et externes. C'est pourquoi, militants et sympathisants des partis de la coalition, population de la région de Dosso, confirmons ce bon choix en votant massivement le 21 février 2021 en faveur de notre candidat. La totalité des doléances évoquées par ces leaders pour contribuer au bien-être de la population de Dosso ont été déjà pris en compte par le programme Renaissance Acte 3 consolidé et avancé, a laissé entendre Mohamed Bazoum. C'est un programme que nous avons rédigé en utilisant les meilleurs experts de notre pays, ceux qui sont sur le terrain et qui savent de quoi ils parlent lorsqu'ils parlent d'un sujet déterminé. Tout à l'heure, mon cher frère Moussa Hassan Barazé, parlant au nom de Dosso, m'a dit que les populations de Dosso sont confrontées à un problème d'eau. Je le sais, Barazé, et j'en ai tenu compte. Je sais que aujourd'hui, l'eau qui est servie à Dosso est totalement insuffisante. Nous allons mettre en œuvre un projet qui va se baser sur un nouveau champ de captage. Il est même identifié, ce sera vers la caserne Agali. J'avais dit que si jamais un jour je devais devenir président de la République, la première chose à laquelle je penserai, c'est une route Sabongali qui va venir, qui va passer par Djidou et qui va venir à Borémy. Cette route, elle est absolument indispensable. Le PORSEC, la convention est déjà signée. C'est un projet, on se souvient, qui est lié au chemin de fer. Le chemin de fer, vous le savez, est confronté à certaines difficultés. Mais nous allons continuer les discussions avec nos frères du Bénin. Quant à mon programme dans le domaine scolaire, je ne veux pas y revenir, mais je tiens, comme à la prunelle de messieurs, à ce projet de construction d'internat dans les collèges ruraux pour promouvoir la scolarité de jeunes filles, ce qui aussi est une autre grande nécessité. Et de façon générale, vous verrez le temps que je réserverai à l'école. Vous verrez les ressources intellectuelles que je consacrerai à l'école si je suis élu. Je ferai en sorte que notre école se transforme et qu'elle devienne utile parce que son enseignement serait efficient. Dans ce périple, 95 leaders et représentants des partis politiques ayant adhéré au programme de la Renaissance Acte 3 accompagnent le candidat Mohamed Bazoum. Prochaine étape, Tawa, la cité de l'Ader.
Oui, justement, Nasser Dantoufo, le président du PNDS, Taria, candidat à la présidentielle du 21 février prochain, a effectivement animé son meeting aujourd'hui à Tao, comme vous l'annoncez, un meeting au cours duquel, comme il a eu à le faire lors des précédentes étapes, Mohamed Bazoum a exposé son programme à la population de l'ADR. Nous retrouvons nos envois spéciaux, Nasser Dantoufo et Sadoudoumi. À cette campagne électorale pour le second tour, la population de Tawa n'a pas failli à sa tradition vis-à-vis de son appartenance au Parti Rose au regard de l'engouement qu'a suscité ces meetings où l'espace prévu à cet effet peine à contenir les militants. Ensuite, c'est fit la rentrée triomphale du candidat de la coalition Bazoum 2021 et allié, dont Seyni Oumarou du MNSD Nassara et Albade Abouba du MPR Jambouria. Au nom de l'ensemble des militantes et militants du MPR Jambouria. Deuxièmement, au nom de l'ensemble des militants et militants de tous les partis politiques qui vous soutiennent. En ce qui concerne la région d'Ottawa, je vous fais le serment que nous allons voter massivement et de façon claire et sincère pour vous porter à la magistrature suprême de ce pays. Militantes et militants des partis politiques de l'Alliance soutenant la candidature de M. Bazoum, je vais vous adresser un message au nom de tous les leaders des partis politiques. Présentation du programme de la Renaissance Acte 3 par le candidat Mohamed Bazoum. 15 000 milliards de francs CFA sont prévus et répartis sur tous les axes de développement majeurs. Masana ƙwararru na kowane fannin rayuwar ƙasa suka yi nazari, muka yi lissafi shekara biyar na mulkinmu na gaba, kudi nawa muke iya mu samu ta hanyar namu na ƙasa da ta hanyar abin da za mu samu sakamakon alaƙa tsakanin ƙasa da ƙasa. Shi ne muka tsaida shi miliyar 13,000. Iko ba a tsintar shi. ‘Yan wana na adiyan fusaha na gane na Sala Habib da sauran jami'oyi to na yi imani kamar yadda President Albade ya gai. In ba mu samu kashi 100% ba, ma samu kashi 99 cikin 100 da yarda Allah. Consolider et avancer est le programme Acte 3 de la Renaissance. Rien ne sera fait au hasard, a laissé entendre Bazoum Mohamed. Résultat, Tawa est un terrain conquis, éclame c'est Bazoum. Prochaine étape, Bazoum Mohamed et ses alliés seront les hôtes de la cité de l'Aïr. Autre aspect de cette édition, un nouveau prototype de bavette made in Niger vient d'être confectionné. Et l'idée émane de l'association nigérienne pour la promotion de l'invention et de l'innovation AMPI. Une nouvelle bavette plus relaxante que celles qui sont actuellement sur le marché, selon le président de ladite association dans ce reportage signé Areta Sala et Halidou Bourema. Devant la persistance de la maladie à coronavirus, l'association nigérienne pour la promotion de l'invention et de l'innovation AMPI a inventé une nouvelle bavette plus libératrice et plus protectrice. Nous avons pensé à un nouveau système qui permet non seulement de vous protéger de manière efficace à 100%, mais aussi de vous permettre d'être à l'aise. Vous avez le système est transparent, vous me voyez très bien et vous savez qui parle. Deuxièmement, le système permet d'évacuer les gaz expirés correctement et de les filtrer pour que quand ces gaz-là sont expirés, quand ils sont rejetés dans la nature, que ces gaz n'infectent pas d'autres personnes. Le système est équipé d'un filtre qui permet également à ce que non seulement vous rejetez dans la nature des gaz filtrés, mais aussi vous ne recevez pas des particules pathogènes en suspension dans l'air. Parce qu'il y a un système de filtrage qui permet à ce que l'air que vous inspirez puisse être filtré avant d'arriver dans vos orifices du visage.
Cette bavette présentée par l'Association nigérienne pour la promotion de l'invention et de l'innovation AMPI peut être même utilisée par les chirurgiens car elle est la mieux adaptée. C'est fait en matériaux facile à trouver, et facile à travailler et facile à utiliser. C'est réutilisable parce que voyez-vous le tissu là, vous pouvez le laver. Le persillage, vous pouvez également le laver et ça redevient neuf, ça devient désinfecté. Donc ce dispositif est surtout utile dans le cadre des opérations chirurgicales, dans le cadre des milieux sanitaires, là où il y a tellement de pollution. Avec le filtre, vous êtes en sécurité, même si vous êtes en train de traiter un malade atteint du Covid. Vous n'avez pas de risque d'être infecté. Donc voilà l'intérêt. Les autorités doivent s'en approprier ce prototype pour sa confection à grande échelle afin de mieux limiter la propagation du coronavirus. La partition de l'inventeur, nous l'avons jouée. Maintenant, c'est aux grands producteurs de venir prendre, puisque c'est breveté, de prendre la licence pour les produire et distribuer dans le monde entier. Donc voilà, donc nous, on ne fait qu'inventer, donner les idées principales, ça même que ouais, c'est un prototype qui, donc la confection, la forme n'est pas encore finie. Le jour où on le mettrait dans l'usine, ça donnera beaucoup mieux que ce que vous avez ici. Par l'invention de cette bavette, l'Association nigérienne pour la promotion de l'invention et de l'innovation AMPI entend contribuer à réduire la propagation du coronavirus dans le monde entier. Ali Ahmed Siroy, l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan au Niger, a effectué ce matin une visite à l'Institut africain de technologie IAT. Une visite qui rentre dans le cadre du partenariat entre les deux institutions. Précision Nafise Haya et Siabou Guissou. Cette visite de l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan, Ali Ahmed Sirohe, dans les locaux de l'Institut africain de technologie IAT, rentre dans le cadre du partenariat naissant entre l'ambassade du Pakistan au Niger et l'IAT. L'objet de la visite, c'est tout naturellement que j'ai voulu visiter IAT aujourd'hui parce que tout d'abord, moi-même, je suis un éducationniste. Donc je porte une attention et un intérêt particulier à l'enseignement et surtout à l'enseignement supérieur. Donc le choix de IAT, pourquoi IAT? Parce que IAT nous a invités à visiter donc, leurs locaux, à visiter le site de l'Institut et c'est tout naturellement donc, que nous avons accepté de faire cette visite-là. Et cette visite est une opportunité merveilleuse pour nous d'être en contact avec les institutions de l'enseignement supérieur et surtout les institutions privées de l'enseignement supérieur, compte tenu donc, de l'importance que ces institutions ont et compte tenu du rôle important que ces institutions-là jouent. À chaque fois que je passe à travers le carrefour, je vois la plaque de IAT et je remarque le nombre d'étudiants qui affluent aux alentours donc, de l'entrée de IAT et je me disais toujours que cet institut doit être vraiment un grand institut compte tenu de ce que je vois à la devanture. Et aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de la visiter et cela m'a permis de remarquer quand même que l'IAT, c'est vraiment un très grand institut, peut-être même que c'est le plus grand institut privé du Niger. Ainsi, du service des admissions et orientations en passant par le service des examens, le service informatique, les salles des cours, l'infirmerie et même le bâtiment en construction de l'IAT, le président fondateur du institut a fourni d'amples explications à l'ambassadeur qui a d'ores et déjà pris des engagements pour accompagner les étudiants de l'IAT. Une autre chose aussi qui est vraiment très importante, c'est que IAT offre des bourses donc aux étudiants issus des parents ou des familles démunies, aux étudiants talentueux, aux étudiants brillants issus donc des familles qui n'ont pas souvent assez de moyens pour leur permettre de poursuivre leurs études supérieures. Et ça, c'est un point en commun que IAT a avec l'ambassade du Pakistan, parce que l'ambassade du Pakistan aussi offre des bourses à l'intention
des étudiants nigérians brillants et dont les familles n'ont pas les ressources financières nécessaires leur permettant de pouvoir mener leurs études au niveau de l'enseignement supérieur. Et ce qui est vraiment une très très bonne chose, parce que il est quand même important que cette frange de la population puisse avoir l'opportunité, ou que l'on puisse permettre à cette frange donc, de la population là, de pouvoir bénéficier donc, des services de l'enseignement supérieur. Nous avons prévu un programme conjoint qu'on va appeler, dénommé le succès du Pakistan et le succès de IAT, qui se tiendra le 23 mars à l'hôtel Radisson, dont le Pakistan a pris l'engagement de prendre la responsabilité donc de la location de l'endroit et aussi donc la mise à la disposition d'une pause à café pour cet événement. Donc en plus, le deuxième événement, l'ambassade du Pakistan a proposé que IAT organise un concours d'art et de culture. IAT va coordonner et organiser, et donc l'ambassade va prendre en charge la location donc, du lieu où se tiendra et la pause café également donc, pour cet événement. Pour rappel, l'Institut africain de technologie IAT est une institution d'enseignement supérieur privé de formation professionnelle et technique. Créée en octobre 1999, plusieurs filières tertiaires et industrielles y sont enseignées et compte à ce jour plus de 2000 étudiants régulièrement inscrits. Restons toujours avec l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan au Niger, Ali Ahmed Sirohe, qui a parrainé cette fois-ci une conférence à l'Université internationale Mohamed IV de Niamey. Cette conférence rentre dans le cadre de la célébration de la journée de solidarité au peuple du Cachemire. Précision, Ismaël Moumouni et Abouakar Souley. La contribution des jeunes à la consolidation de la paix au Niger, c'est le thème de la 7e édition de la journée scientifique et culturelle des étudiants à l'Université internationale El Hadj Mohamed IV de Niamey. Cette activité est parrainée par l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan au Niger à l'occasion de la journée de solidarité au peuple du Cachemire. Aujourd'hui, nous sommes à l'âge de l'information et de la connaissance. Donc tout pays qui aspire à se développer doit donner une grande importance à l'éducation et à la connaissance. Souvenez-vous que le premier verset du Coran qui a été révélé à notre prophète bien-aimé, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, is Iqra. Nous vivons dans ce monde en disharmonie, et surtout le monde musulman. Et c'est pour rappeler aux gens l'esprit de solidarité qu'aujourd'hui nous célébrons la journée de solidarité avec le peuple cachemire. Le peuple de Cachemire aujourd'hui est un peuple qui vit martyrisé, brutalisé, occupé, où les droits fondamentaux sont niés. Mais qui sait, beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe. Et ce n'est pas seulement au Cachemire. La situation, elle est un peu partout dans beaucoup de pays musulmans. Le peuple du Cachemire vit dans une situation difficile depuis plusieurs années, orchestrée par son voisin. Nous retrouvons pour des célébrations, pour des réjouissances, nous sommes libres. Pourquoi? Parce que nous avons l'avantage de jouir de nos libertés fondamentales. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui avec le peuple du Cachemire. Le peuple du Cachemire aujourd'hui ne jouit d'aucune liberté. Les libertés les plus fondamentales de l'être humain sont aujourd'hui niées au peuple du Cachemire. Et ce déni de liberté fondamentale ne date pas d'aujourd'hui. Ce déni de liberté fondamentale date de 1947. Imaginez-vous, de 1947 à aujourd'hui, ça fait 73 ans. Et ça fait 73 longues années. Si si on vous nie vos droits les plus, même si c'est pour une journée, vous pouvez imaginer ce que ça peut coûter. C'est pour soutenir le peuple du Cachemire que la République islamique du Pakistan célèbre chaque 5 février, et c'est là depuis des années, la journée de solidarité pour les Cachemiris.
De l'université 4, rendons-nous à l'université Abdou Moumouni de Niamey où, en marge de la commémoration du 31e anniversaire des événements tragiques du 9 février 1990, l'université Abdou Moumouni de Niamey a organisé un tournoi de lutte dénommé Sabre des Martyrs et c'était du 4 au 5 février dernier au terrain de l'INJS et de l'EMIG. Précision avec un des organisateurs dans ce reportage du studio Kalangou. Sabre des Martyrs, c'est le nom du tournoi de lutte traditionnel qui s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives des événements du 9 février 1990. Cette deuxième édition du tournoi qui s'est déroulée du 4 au 5 février 2021 a mis aux prises 16 lutteurs de différentes facultés de l'université Abdou Moumouni de Niamey et ceux des grandes écoles et instituts de la place. Abou Magaji Maman Bachir, président du comité d'organisation, explique l'objectif de ce tournoi. L'objectif principal assigné à ce tournoi, c'est de renforcer les liens de fraternité et de solidarité entre les étudiants des différentes facultés de l'université Abdou Moumouni de Niamey et ceux des grandes écoles et instituts de la place. Ici à l'université, les activités se déroulent au niveau du complexe scolaire Aliona Anti. Mais cette année, on a rencontré beaucoup de difficultés parce que le terrain a été inondé. On était obligé d'aller à l'INJS et à l'EMIC. S'il n'y avait pas la cohésion, s'il n'y avait pas les liens là qui nous lient entre les différentes écoles et facultés, on n'allait pas déplacer les activités de l'université pour aller les effectuer quelque part. Garba Esseni, étudiant à la faculté des lettres et sciences humaines et champion de cette édition, nous livre ses ambitions pour ce sport roi des Nigériens qu'est la lutte. Nous voulons que vraiment des étudiants, un nombre important des étudiants qui puissent au moins aller présenter les universités au cours de la lutte traditionnelle pour les différentes régions. C'est que les gens mettent en tête que quand tu participes à la lutte, quand on te terrasse, tu as perdu. Or que nous, en tant que lutteurs, c'est que nous mettons en tête. Je peux en aucun cas dire que j'ai perdu, mais au moins j'ai appris quelque chose. Mahamadou Salamé estime que ce tournoi est un vecteur de cohésion sociale. Nous sommes là pour faire la promotion des valeurs, des activités qui sont vraiment culturelles, qui apportent une contribution dans la préservation de la paix. Et nous avons constaté que la lutte fait partie de moyens qui apaisent, qui amènent la paix. Nous en venons à présent à notre rendez-vous hebdomadaire, la chronique juridique. Cette semaine, nous nous sommes intéressés au thème portant sur la répudiation. Un thème qui sera développé ici par Maître Suleiman Seydou. Il est avocat à la Cour. Très bonne réception. La répudiation s'agit d'une notion qui est intimement liée à nos coutumes, peut-être même à la coutume islamisée, parce qu'il s'agit d'une notion qui n'est pas reconnue en ce qui concerne certaines législations, par exemple françaises et autres. Alors, lorsque vous prenez l'organisation judiciaire au Niger ainsi que le droit civil nigérien, on permet à ce que les juges appliquent la coutume des parties en matière de divorce, en matière de mariage, en matière d'état des personnes. L'article 72 permet aux juridictions d'appliquer la coutume des parties. Alors lorsque vous prenez la question du mariage et ses suites, notamment la rupture de la relation de mariage, il y a la question du divorce qui est réglée par le code civil nigérien, et à côté du divorce, il y a ce qu'on appelle la répudiation coutumière qui, elle, est un mécanisme qui permet de dissoudre unilatéralement le mariage, c'est-à-dire sans le consentement de l'autre épouse. Et c'est toujours à l'initiative entre greffe du mari qui peut décider de répudier
automatiquement sans femme, sans pour autant qu'il n'y ait à justifier ou à donner les raisons qui l'ont conduit à pouvoir répudier la femme. Et donc, lorsque vous procédez à ces mécanismes de répudiation, l'un des époux le plus diligent peut saisir la juridiction, le tribunal, pour demander à ce qu'on constate cette répudiation-là. Et la juridiction qui constate la répudiation doit se prononcer sur des questions qui sont intimement liées à cela, notamment la question de la garde de l'enfant. Lorsqu'il y a répudiation, s'il y a un enfant issu de la relation de mariage, il faudrait que le juge chargé de constater cette répudiation puisse se prononcer sur ces questions de la garde. Est-ce que la garde sera confiée à la mère ou la garde sera confiée au père? Mais classiquement et surtout en matière coutumière, la garde est conférée à la mère jusqu'à l'âge de 7 ans révolu, mais il ne s'agit pas d'une règle absolue. Il peut y avoir des situations où la garde peut être confiée au père, surtout lorsqu'il va de l'intérêt de l'enfant. C'est cette question que les juges doivent apprécier. Lorsqu'ils sont amenés à se prononcer sur la question de la garde qui fait suite à une répudiation coutumière, il faudrait qu'au moment de se prononcer sur la garde, qu'ils tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Est-ce que l'intérêt de l'enfant commande à ce qu'il soit avec la mère, ou l'intérêt commande à ce qu'il soit avec son père, en tenant également compte de certaines règles coutumières qui ont été prévues également, notamment le fait que jusqu'à l'âge de 7 ans, on considère que l'enfant doit être quand même avec sa mère, et au-delà de 7 ans, la garde doit pouvoir revenir au père, mais comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'une règle péremptoire. Deuxième aspect également, en ce qui concerne toujours cette question de répudiation, lorsque le juge constate la répudiation, il doit pouvoir également statuer sur la question de la pension alimentaire. Il faudrait que l'autre époux qui n'a pas la garde de l'enfant puisse payer une pension alimentaire pour que l'autre puisse subvenir aux besoins de l'enfant. Le juge fixe la pension en fonction, bien entendu, d'un certain nombre de circonstances, du statut du mari, du travail qu'il fait et de sa capacité à pouvoir, en tout cas, honorer ses engagements. Le juge peut fixer la pension à 30 000, à 50 000, à 100 000, à 150 000, à 200 000, en fonction, bien entendu, de la situation de l'autre époux. Maintenant, la question que les uns et les autres se posent, c'est lorsqu'on accorde la garde au père, est-ce que la mère doit payer une pension alimentaire? Puisque la question c'est de prendre en charge l'alimentation et toutes ces questions qui vont avec l'éducation et l'entretien de l'enfant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est lorsque la garde est confiée à la mère, le père, lui, il a l'obligation de verser une pension alimentaire à la femme pour que la femme puisse subvenir aux besoins de l'enfant. Ou les deux parties, les deux parents peuvent s'attendre d'un commun accord pour fixer même la question de la pension alimentaire. La mère, si la garde est confiée par exemple au père, la mère peut décider d'un commun accord avec son mari de contribuer pour l'éducation et autres de l'enfant en donnant une somme assez significative ou juste à titre de contribution. Donc c'est la deuxième question sur laquelle le juge doit également se prononcer, cette question de pension alimentaire et les autres aspects, les frais de scolarité, de santé et autres également. Le juge doit pouvoir, dans sa décision qui constate la répudiation, il doit se prononcer sur les questions de frais de scolarité, de la santé, de l'habillement de l'enfant. Il faudrait quand même qu'il puisse se prononcer pour ne pas qu'il y ait après des quiproquos entre le mari et la femme. La première des choses qu'il faut rajouter, c'est que lorsqu'on confie la garde à l'un des parents, l'autre a un droit de visite également qui est réglementé. Si on confie par exemple la garde à la mère, le père a un droit de visite, peut-être le week-end, ou peut-être pendant les congés de Noël, ou peut-être pendant les grandes vacances. Le père a également un droit de visite et d'hébergement pendant ces périodes, mais c'est le juge qui réglemente toutes ces questions. Alors, comme je viens de l'ai rappelé, la question de la garde est toujours une question provisoire. Lorsqu'on vous accorde la garde, si vous constatez que la mère a un certain nombre de comportements, un certain nombre d'aspects qui vont à l'encontre de l'intérêt de l'enfant, vous pouvez naturellement introduire une demande en révision des gardes.
pour qu'on puisse modifier la décision qui a accordé la garde à la mère, pour qu'on puisse vous réattribuer la garde de l'enfant. Comme je l'ai dit, mais vous ne pouvez pas, derechef, aller récupérer l'enfant de force. Ce n'est pas possible. Si la garde a été déjà conférée à la mère, si vous constatez qu'il y a des comportements ou des actes qui vont à l'encontre de l'intérêt de l'enfant, vous repartez devant le même juge qui lui a accordé la garde pour demander de retirer la garde et de vous l'accorder parce que vous avez constaté telle chose et tel élément. Voici la procédure à suivre. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que c'est toujours l'intérêt de l'enfant qui doit commander l'action du juge. Si l'intérêt de l'enfant se trouve avec le père, le juge ne doit pas avoir de scrupules à retirer l'enfant à sa mère et à confier cet enfant-là au niveau du père pour que l'enfant puisse avoir une éducation quand même décente, une vie assez reluisante. Donc vous ne pouvez pas, même si vous constatez qu'il y a un certain nombre de comportements au niveau de la mère, vous ne pouvez pas vous-même aller de force et récupérer l'enfant. Si vous le faites, vous violez la décision qui a accordé la garde à la mère. Ce que vous pouvez faire, c'est introduire une procédure de révision des gardes. C'est possible, vous repartez devant le même juge, vous exposez les éléments de faits que vous avez constatés et vous demandez que dans l'intérêt supérieur de l'enfant, on retire la garde à la mère et qu'on vous accorde la garde, peut-être cette fois-ci avec droit de visite pour la mère. Voilà succinctement ce que je voulais dire par rapport à ça.